Plateau de l'Aubrac, sud de la France. Hiver 1920. Sur ce haut plateau balayé par des vents mordants et couvert de pins sombres, chaque homme savait ce qu'il devait faire avant l'hiver. On coupait le bois de chauffage fin octobre. On l'empilait près de la maison, on le recouvrait de bâches ou de tôles, et on acceptait tout ce qu'on trouvait. C'était la coutume. C'était la bonne méthode. La façon de faire de chacun. Moins d'un. Étienne, l'homme revenu silencieusement de la Grande Guerre et qui ne répondit plus jamais à un bonjour, commença à se comporter étrangement. Sans demander d'aide, il commença à entourer sa propre maison d'épaisses planches. Du bois sur du bois. C'était comme s'il construisait un abri autour de la maison. Fermé. Pas de fenêtre. Tu vas suffoquer là-dedans. Ils ne retrouveront même pas le corps. Des rires résonnaient dans le village comme des rafales de vent sec. Mais cette même semaine, le vent a tourné. Et lorsque la première tempête de neige s'est abattue violemment hors saison, apportant bien plus que du froid, certains habitants ont commencé à s'intéresser à la maison d'Étienne. Et ils ne rirent plus. En 1920, le village de Saint-Martin d'Aubrac était un endroit où personne ne choisissait d'être seul. Les maisons étaient proches les unes des autres. La cloche de l'église sonnait 3 fois par jour, et le bruit des haches coupant du bois dans les bois était presque aussi sacré que la messe du dimanche. Le temps était rythmé par l'empilement du bois de chauffage, les récoltes de pommes de terre et les conversations sur la petite place pavée. Les hommes se saluèrent d'une tape amicale sur l'épaule. Les femmes échangeaient de la farine contre du beurre. Des enfants poursuivaient des chèvres dans la boue gelée. Tout était simple. Tout a été fait ensemble. Parce que là, ceux qui s'étaient isolés, il était perçu avec suspicion. Étienne n'est pas revenu comme ça. Il est devenu comme ça. Il disait qu'avant la guerre, il souriait tout le temps. Il travaillait à la carrière, chantait au mariage, et jouait aux cartes au café le dimanche. Mais après 4 années passées dans les tranchées, il revint amaigri, silencieux, et avec un regard que personne ne put déchiffrer. Il a acheté une maison à la périphérie du village, là où le chemin de terre se transformait en chemin de boue. Il entrait dans l'épicerie, n'achetait que le strict nécessaire et repartait sans dire un mot. Je n'allais pas à l'église. Il n'a rendu visite à personne. Alors qu'elle traversait la place, les conversations s'estompèrent. Les enfants ont cessé de jouer. Au début, ils ont dit qu'il était perturbé. Ensuite, il cachait quelque chose. La rumeur la plus répandue était qu'Étienne avait tué un officier et s'était enfui avec des documents militaires. Personne ne savait d'où venait cette histoire, mais tout le monde la racontait comme si elle était vraie. Quand il a commencé à empiler du bois de chauffage en septembre, 2 mois avant tout le monde, les blagues ont commencé. Tu vas dormir en serrant le bois de chauffage contre toi? Il prépare ses propres funérailles. Mais Étienne ne répondit pas. Il portait d'énormes troncs sur ses épaules, jour après jour, même avec les mains ensanglantées et le corps couvert de cicatrices. J'ai choisi les morceaux de bois les plus épais. La coupure fut brutale et silencieuse. Il a disparu dans le jardin. Lorsque les bruits de marteaux et de clous ont commencé à résonner, ils ont cru qu'il s'agissait simplement de réparation de toiture. Ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas le cas. Il encerclait la maison de l'extérieur, bouclant tout, de l'intérieur vers l'extérieur, comme s'il voulait cacher sa propre vie. Dans l'épicerie, Monsieur Laurent a crié « Et si ça prend feu, Étienne? Tu vas brûler vif comme un cochon !» Des rires éclatèrent. Étienne a payé le sel, et il est parti. Ce soir-là, les hommes ont discuté au café pour savoir s'il s'agissait de folie ou de superstition. Certaines personnes ont ri, d'autres sont restés silencieux. Personne n'a aidé. Et le plus étrange, c'est que, sans s'en rendre compte, tout le monde a commencé à regarder. Comment a-t-il mesuré chaque planche? Parce qu'il entreposait le bois de chauffage à l'intérieur de la structure, et non à côté de la maison. Il colmatait les fissures avec des chiffons imbibés d'huile. Ce n'était pas improvisé. C'était prévu. Planifié contre quoi? Cette semaine-là, le prêtre a fait remarquer que les vents du nord étaient en avance sur le calendrier prévu. Personne n'a entendu, pas même lorsqu'un vieux berger est apparu, descendant des montagnes, couvert de neige, des semaines plus tôt que prévu. Étienne, cependant, avait déjà remplacé le toit par des tôles métalliques et renforcé la porte avec 2 serrures intérieures. Tout seul,
Aucune explication n'est nécessaire. Et il restait encore 23 jours avant le début de l'hiver. Durant la 2e semaine d'octobre, il fit quelque chose qui confirma sa réputation de fou. Il commença à démanteler une partie de l'enceinte, non pas pour la démanteler, mais pour l'agrandir. À présent, le bois entourait également l'ancien enclos latéral. Et là, il a entassé encore plus de bois de chauffage. Recouvert d'une bâche sombre, fixée avec des pierres, 2 hommes se sont arrêtés sur la route pour regarder. « Qu'est-ce qu'il attend » demanda l'un d'eux. « Ou alors il essaie de se cacher de Dieu » répondit l'autre. Dans le village, personne n'était pressé. L'hiver arrivait toujours en décembre. Toujours. Mais Étienne ne suivait pas cette logique. Il a creusé des tranchées autour de la structure. Il a renforcé la base avec des pierres. Il a installé une 2e porte intérieure. Il a recouvert les fenêtres de gros sacs de jute. On aurait dit qu'il se préparait à un siège. Ou la fin du monde. Madame Dupont, une veuve connue pour répandre des histoires, a fait cette remarque au marché. Seule une personne rongée par la culpabilité ferait une chose pareille. Personne n'a contesté. La même semaine, Étienne enterra une petite boîte en fer contre le mur sud. Ceux qui l'apercevaient de loin parlaient d'or. Ceux qui l'ont vu de près, armé, personne ne le savait. Ce que peu de gens ont remarqué, c'est qu'il ne dormait pas la nuit. La lampe est restée allumée jusqu'à tard dans la nuit. Il affûtait les outils. Elle était en train de coudre quelque chose avec du fil épais. Et pendant 2 nuits consécutives, on l'a vu entrer seul dans la forêt, avec un sac sur l'épaule. Le lendemain matin, un oiseau mort est apparu devant la porte de l'église. Puis, un renard figé, sans aucune trace de lutte. Le 3e jour, il n'y avait plus d'oiseaux dans le ciel. Malgré tout, il riait encore, jusqu'à la dernière foire avant la Toussaint. Pendant que tous les autres achetaient des tissus et du sucre, Étienne ne prit que 2 choses, du pétrole et des clous. Sur le chemin du retour, il s'arrêta devant la maison de Monsieur Laurent, et y déposa silencieusement un balai fait main. Cette nuit-là, il scella la porte principale de l'intérieur. Les premiers flocons de neige sont tombés le 2 novembre. Cela ne s'était jamais produit comme ça auparavant. Il tomba silencieusement, constante, hors du temps. Lorsque la cloche sonna à 6 heures du matin, le village était recouvert de boue jusqu'aux chevilles. Laurent a glissé en sortant de la maison, et s'est blessé au genou. Madame Dupont n'a pas réussi à allumer le four. Le supermarché n'a pas ouvert. Les portes étaient gelées de l'intérieur. Le village se réveilla confus. Étienne, non. À l'intérieur de la structure en bois, le feu brûlait régulièrement. La maison était sèche. La fumée montait droit dans la cheminée. Et pour la première fois, quelqu'un ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Mais celui qui n'a pas souffert. À midi, la 2e tempête de neige est arrivée. Et avec elle, le vent. Le froid était brûlant. Du bois de chauffage mal protégé s'est transformé en glace. Les enfants ont cessé de sortir. Des hommes ont commencé à brûler des meubles. Chez Laurent, le poêle est tombé en panne. Le fils a essayé d'aller chercher du bois de chauffage, et est revenu avec les doigts violets. Pendant ce temps, de la maison d'Étienne, la fumée continuait de s'élever régulièrement. Le lendemain, Laurent regarda le hangar pour la première fois. Est-il à l'intérieur? Oui. Faire quoi? Survivre. Au petit matin du 7 novembre, le vent a tourné. Le silence devint pesant. Les tuiles du toit vibraient. Étienne n'avait pas dormi depuis 2 jours. C'est alors qu'il s'en est rendu compte. L'eau avait gelé. Une seule vanne exposée, cela suffisait. Le feu a commencé à faiblir. La cheminée a commencé à geler. Et puis, ça a fait tilt. Une poutre s'est effondrée sous le poids de la neige. Cette nuit serait décisive. Avec ses outils sur le dos et le visage couvert, Étienne sortit. Personne n'a vu. À l'exception d'une paire d'yeux. Le fils de Laurent. Il martelait avec des mains tremblantes. Le froid était brûlant. Le vent hurlait. Quand ce fut terminé, il tomba à genoux dans la neige. Et il resta là quelques secondes. Suffisant pour comprendre, parfois la personne que tout le monde traite de folle, il était le seul à avoir compris ce qui allait se passer. De retour à l'intérieur, Étienne ne ralluma pas la lampe. Il resta silencieux. Le lendemain matin, il y avait du sang séché au bout de ses doigts.
Les ongles commençaient à foncer. Il avait perdu de la sensibilité dans les mains, mais le toit était encore debout, et le feu s'alluma. C'est alors que son corps était sur le point de céder et que ses yeux se fermaient d'épuisement, qu'elle entendit quelque chose qui claquait dehors, faible, répété, comme une branche qui se détache contre le bois. Mais ce n'était pas le vent, c'était quelqu'un. Étienne ouvrit la porte intérieure du hangar, brava l'air glacial, et, avec un certain effort, déverrouilla l'entrée principale. Lorsqu'il retira la planche de bois, il vit le garçon, le fils de Monsieur Laurent, seul, incroyable, la main enveloppée dans un tissu noué avec une ficelle. Il a été blessé. Il s'est coupé avec une lame en essayant de casser du bois de chauffage gelé. Sa main enflaissait. Ça saignait. La mère ne savait pas quoi faire. Étienne le fixa du regard pendant 3 secondes. Je n'ai rien dit. Cela a simplement ouvert la porte plus largement, et lui a tendu la main. Le garçon entra. À l'intérieur de la remise, Étienne posa la bouilloire sur le feu. Elle a préparé un linge imbibé d'eau chaude. Il a stérilisé la lame. Elle fit 2 points de suture le long de la coupure. Ses mains étaient froides, mais fermes. Le garçon mordit un morceau de bois. Il n'a pas crié. Quand il eut fini, Étienne désigna simplement un coin de la maison où une couverture pliée était déjà posée. Le garçon s'allongea, et il dormit là, sans demander la permission. Ce matin-là, tandis que le feu crépitait et que la neige tombait sans cesse dehors, Étienne gardait les yeux ouverts. Le froid était le même. Mais, pour la première fois à l'intérieur de cette maison, il y avait quelque chose au-delà du silence. Le matin du 10 novembre, le village s'éveilla dans le silence. Pas de sonnette, pas de coq. Interdiction de fumer sur les toits. Tout blanc. Tout est immuable. Tout est trop lourd. Durant la nuit, une 3e tempête s'était abattue des montagnes avec une force que personne ne se souvenait avoir jamais vue auparavant. Des arbres sont tombés. Les poteaux se sont cassés. Les chemins entre les maisons ont disparu. Et, pour la première fois, les habitants n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Certains étaient scellés à l'intérieur avec de la glace. D'autres étaient ensevelis sous la neige accumulée sur l'encadrement de la porte. Le village, jadis fait de bruit de pas et de voix, n'était plus qu'un ensemble d'îles figées, séparées par la peur. Chez Laurent, le poêle s'est complètement éteint. Le peu de bois de chauffage qui restait était humide. L'épouse tremblait sous 4 couvertures, et le fils, celui-là même qui avait passé la nuit précédente avec Étienne, n'était toujours pas rentré. Le village commençait à comprendre. Dans les maisons de pierre et de boue, les murs se fissuraient de l'intérieur. La glace s'élevait du sol. Les enfants pleuraient, leurs pieds devenant violets. Les personnes âgées étaient incapables de se lever. Des hommes brûlaient des bancs, des portes, des chaises héritées de leurs grands-parents, tout ce qui pouvait alimenter une flamme pendant une demi-heure de plus. Et au milieu de ce silence épais, un détail a attiré l'attention. La fumée. Un seul toit laissait constamment échapper de la fumée. Bien, régulier. Le toit de la maison est entouré de bois. À casa de Étienne. À l'intérieur de la remise, le garçon dormait recroquevillé sous la couverture. Étienne soigna la blessure, vérifia les provisions, maintint le feu stable, et fit pivoter les couvertures sur les fenêtres. Il n'a pas parlé. Je n'ai aucun regret. Il jouait la comédie. Dehors, le ciel s'assombrissait. La lumière du soleil ne pénétrait pas les nuages. Le temps semblait s'être arrêté. Dans l'après-midi du 11, le village a perdu l'accès à la route principale. La neige bloquait le sentier, formant un mur blanc de près de 2 mètres de haut. Un voisin a essayé de dégager un chemin avec une houe, et a failli perdre sa main à cause du froid. Madame Dupont s'est évanouie chez elle, fiévreuse et déshydratée. La belle-fille la recouvrit de linges et s'agenouilla. Pas pour prier. Mais cela donne matière à réflexion. Et il pensa à Étienne. Tout le monde pensait ça. Mais personne n'a bougé. Le matin du 12, 2 poulets ont été retrouvés morts à l'intérieur d'une grange fermée. Ils étaient figés en position debout. Un homme, en essayant d'aller chercher de l'eau à la rivière, a glissé sur la glace et n'est pas revenu. Ils ont seulement trouvé le seau renversé. Ce même jour, le garçon parla pour la première fois. « Monsieur Étienne, l'état de mon père s'aggrave. » Étienne ne répondit pas.
Mais il a commencé à préparer quelque chose. Il remplit un petit sac en cuir de copeaux de bois de chauffage sec. Il sépara 2 linges qui étaient déjà chauffés. Elle prit une casserole d'eau encore tiède. Il a tout recouvert d'une couverture pliée. Il le plaça dans les mains du garçon. « Livraison », a-t-il simplement dit. Le garçon est sorti avec difficulté. Mais il est parti. Lorsqu'il revint le soir même, il apporta un billet froissé, écrit d'une écriture tremblante. « Je n'ai pas compris. Je n'ai vu que de la fumée. Et j'ai pleuré. » Laurent Étienne il jeta le papier dans le feu. Et il ne dit rien. À la fin de la 3e semaine, la neige a cessé de tomber. Le ciel s'ouvrit, comme quelqu'un qui s'excuse. Mais le mal était fait. 4 maisons se sont effondrées. 3 familles ont tout perdu. Un homme âgé est décédé dans son sommeil. Lorsque les premiers habitants ont réussi à partir, ils ont vu ce qu'ils ne voulaient pas admettre. La maison d'Étienne était intacte. Le hangar, debout. Le bois de chauffage, toujours empilé. Et lui, en silence. Nettoyage de la poutre cassée de la semaine précédente. Certains ont détourné le regard. D'autres croisèrent les bras. Mais personne n'a ri. Pas plus. Le 14 novembre, le froid laissa place à un épais brouillard qui collait au visage. Il ne neigeait pas. Mais il n'a pas fondu non plus. Les gens ont commencé à partir. Lentement. Honteux. Laurent fut le premier. Il marchait avec difficulté. J'ai encore mal aux genoux. Il portait sur ses genoux un simple paquet, 2 morceaux de pain rassis et une serviette brodée par sa femme. Il s'arrêta devant le hangar. Cela ne correspondait pas. Il attendit. La porte a grincé. Étienne apparut. Sale, fatigué, mais se tenir debout. Aucun des deux ne parla. Laurent a prolongé le forfait. Ma femme est encore faible. Étienne regarda. Ça n'a pas marché. Il se retourna. Un instant, Laurent crut qu'on l'ignorerait. Puis la porte s'ouvrit de nouveau. Étienne revint avec un panier. Bois de chauffage sec, bouillon chaud, 2 couvertures, une petite bouteille d'huile d'eucalyptus. Elle a été prolongée. Laurent essaya de soutenir son regard. Il ne pouvait pas. Il a ramassé le panier. Il n'a pas dit merci. Il ne s'est pas excusé. Il se retourna. Et il est parti. Cette nuit-là, d'autres visiteurs sont arrivés. Une petite fille est allée chercher de l'eau chaude pour sa grand-mère fiévreuse. Un garçon demanda du feu. Sa braise s'était éteinte. Une femme est apparue, un bébé dans les bras, et une question dans les yeux. Étienne II. Il n'a pas demandé de nom. Il n'a rien facturé. Je suis simplement rentré. Et ce silence, le village a changé. Les hommes commencèrent à renforcer leur maison. Les femmes ont commencé à calfeutrer leurs fenêtres. Le garçon blessé aidait désormais ses voisins, répétant silencieusement ce qu'il avait appris. Personne ne parlait d'Étienne. Mais tout le monde a appris de lui. Un jour, un garçon courut vers la remise avec une paire de gants neufs cousus de cuir et de laine. Étienne acceptait. Il s'habilla. Et il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il hocha la tête. Rien de plus. Mais ce geste, il a tout dit. L'hiver s'est terminé début janvier. Aucune annonce. Absent. Un matin, le vent s'est arrêté. La vie a repris. Mais rien n'était plus pareil. Laurent ne fit plus jamais de blagues. Madame Dupont laissait toujours une bouilloire supplémentaire sur le feu. 3 autres hommes ont construit des hangars similaires. Non pas par peur, par respect. La coupe du bois de chauffage a commencé en septembre. On a commencé à stocker de l'eau. Et les enfants ont appris que le silence aussi est un enseignement. Des mois plus tard, le jour de la Saint-Joseph, le village a érigé une clôture autour de l'école pour la protéger du vent. Ils ont demandé qui avait eu l'idée. Le garçon couturier répondit « Personne n'a rien dit, mais nous avons appris. » Et c'est là que résidait l'héritage. Certaines personnes construisent des murs pour se cacher, d'autres, pour protéger le feu qui sauve ceux qui ont ri les premiers. Et il y a ceux à qui on n'a pas besoin de le rappeler. Parce que tout ce qui nous entoure, ils parlent déjà d'eux-mêmes. Si cette histoire vous a laissé sans voix, c'est parce que vous avez compris. Ici, chaque histoire recèle bien plus que de simples mots. Il comporte des choix, et les conséquences. S'abonner, court, et rester. Parce que parfois, ce que personne n'a vu, c'est ce qui mérite le plus d'être retenu.